Rebonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour cette dernière séquence. Une séquence et pas des moindres, on dit vraiment last but not least, comme on dit. Nous allons parler de la voix du patient pour améliorer la prise en charge. Et nous avons la chance d'avoir deux superbes startups qu'on a eu le plaisir avec qui on a eu le plaisir d'échanger. Et je vais vous les présenter. Alors, comme vous le savez, aujourd'hui, les patients partagent de plus en plus ouvertement des données. On utilise beaucoup nos smartphones. La preuve, je vois qu'il y a deux personnes très actives là tout de suite, trois personnes très actives tout de suite là maintenant, et qui donnent leur expérience avec les médicaments. Et donc, ce qui est intéressant de savoir, c'est que ces données qu'on collecte, on en fait quelque chose, et il est important de savoir comment ça peut être utile pour améliorer la prise en charge. Je vais vous présenter tous les deux. Je vais démarrer par Philippe. Philippe, vous êtes Key Account Manager chez WeFight, une start-up française qui a créé un compagnon virtuel appelé Vic et qui accompagne tout au long de votre parcours de santé. Et enfin, nous avons Adel Mebarki, qui est le cofondateur et directeur général de Capcode, et également une start-up française. On fait honneur aux start-up françaises. D'ailleurs, toutes les start-up là sont des start-up françaises, spécialisées dans la détection de signaux de santé sur les échanges sur les réseaux sociaux. Alors aujourd'hui, comme on disait, on partage beaucoup d'informations. Et moi, ma première question que je souhaiterais vous poser, c'est pourquoi il est important de capter, de récolter cette voix du patient et quel type de données finalement vous recueillez? Oui, vous m'entendez bien? Oui, Oui. parfait, excellent. Bien, je pense que la voix du patient a toujours été importante pour les médecins et dans la santé de manière générale. C'est juste, je pense, aujourd'hui, la manière de récupérer cette information qui va aller plus loin grâce à toutes les technologies que l'on développe aujourd'hui, que ce soit avec Capcode ou avec Vic ou d'autres technologies. C'est vraiment l'accès aujourd'hui à la voix du patient directement. Donc c'est vrai que quand on a une annonce d'un diagnostic d'une maladie grave, le patient ne va pas forcément comprendre immédiatement ce qui lui arrive, va se poser énormément de questions. Et donc nous, on a développé notamment la solution Vic pour répondre à toutes ces questions. On vient vraiment en soutien de la personne, on lui apporte de l'information, on lui apporte un soutien psychologique également. Et donc il va pouvoir poser toutes ces questions, avoir des réponses adaptées à ce qu'il demande. Donc je pense que c'est vraiment ça qui se transforme aujourd'hui, c'est l'accès aux patients directement par le smartphone, par exemple, avec qui il va pouvoir discuter plus directement. Et quel type de données vous recueillez du coup? Nous, pour notre côté, c'est vraiment très large. Ça va être aussi bien des informations sur le traitement, sur le médicament, sur la pathologie, mais on peut également avoir des questions plutôt axées sur la psychologie, sur le social, sur le sport. Donc c'est un spectre extrêmement large sur lequel on peut aller. Et ça aussi, ça me fait penser du coup à quelque chose de très intéressant. C'est finalement, avec son professionnel de santé, on ne veut pas forcément toujours discuter de thématiques un peu sensibles. On va être mal à l'aise, on ne va pas forcément vouloir parler de questions très intimes et on se sent peut-être plus à l'aise avec une intelligence artificielle ou quelque chose qui est moins personnel et physique. Adèle, qu'en est-il chez vous? Alors déjà, pourquoi c'est important de capter cette voix du patient? Et vous, quel type de données collectez-vous? Alors, déjà, vous l'avez sûrement tous vécu d'une manière ou d'une autre depuis le début de la pandémie Covid-19. On a tous, plus ou moins, utilisé de plus en plus les réseaux sociaux, que ça soit Facebook, Twitter, que ça soit pour avoir de l'information autour du Covid ou autour de n'importe quel autre sujet, ou pour un besoin communautaire. Quand vous êtes généralement un patient atteint d'une maladie, vous allez avoir plusieurs questions que, comme le disait Philippe, qui n'ont pas été couvertes forcément par le professionnel de santé. Et donc, entre deux rendez-vous, vous allez vous poser plein de questions et généralement, on va directement aller sur Internet et commencer à regarder comment d'autres personnes ont vécu cette même expérience, quelles ont été les solutions qui ont été utilisées par d'autres. Et typiquement, ce comportement-là, il est globalisé. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement la population française, ce n'est pas uniquement la population européenne, c'est vraiment une tendance mondiale.
L'intérêt de pouvoir recueillir ces expériences, recueillir ces partages, c'est de pouvoir avoir la réalité du comportement d'un patient entre deux rendez-vous et la réalité des interrogations qu'il peut avoir, que ce soit autour du diagnostic, que ce soit autour de la gestion de sa maladie, des médicaments. Et l'intérêt, c'est de pouvoir avoir une vision extrêmement précise de la réalité du patient dans sa vie quotidienne. Et en ça, c'est un élément important quand on veut améliorer la prise en charge, d'écouter tout simplement la réalité de l'expérience d'un patient et de tous les patients qui s'expriment sur le sujet. Parmi les personnes qui ont été impactées par le Covid, il y a évidemment les étudiants. Nous en avons d'ailleurs peut-être parmi nous. Vous avez réalisé récemment une étude sur la santé mentale des étudiants. Alors si je vais concrètement dans le vif du sujet, à quoi ça sert de recueillir la voix des étudiants qui s'expriment sur les réseaux sociaux, par exemple? Tout à fait. Alors, vous l'avez tous entendu, ça a été beaucoup médiatisé, l'impact du confinement, l'impact des politiques publiques sur la santé mentale des étudiants. Et il s'avère que les premières informations qui sont ressorties, c'était une tribune au tout début de l'année, en janvier, d'une étudiante qui était une lettre ouverte au président Emmanuel Macron, qui restituait les difficultés qu'elle rencontrait au quotidien. Et à partir de ce moment-là, il y a eu un phénomène digital extrêmement fort qui a été, notamment sur Twitter, des étudiants qui ont exprimé spontanément la réalité de leur expérience autour de la santé mentale, notamment avec des hashtags étudiants fantômes, pronostic mental engagé. L'idée de cette étude-là a été de recueillir toutes ces expériences, de pouvoir objectiver la réalité de cet impact-là, que ce soit au niveau du stress, au niveau de l'anxiété, et de pouvoir quantifier et comprendre ce phénomène de manière objective. L'enjeu de cette étude est de pouvoir objectiver ce phénomène-là pour accompagner les décideurs, les parties prenantes de l'écosystème santé, pour améliorer la communication institutionnelle, la prévention auprès de ces populations-là et surtout de pouvoir donner un signal d'alarme sur l'impact à moyen et long terme de ce type de problématique dans la prise en charge des patients. De votre côté, Philippe, vous travaillez bien sûr, tout comme Adèle, avec Sanofi. Vous avez, et plus particulièrement sur la maladie de la peau, qu'est-ce que vous faites des données que vous collectez? Oui, effectivement, on a eu un projet en commun qui a été le développement de VIC dans la dermatite atopique. Donc c'est un terme un peu difficile, mais c'est de l'eczéma globalement. C'est une maladie qui peut vraiment être très pénible pour les patients, qui impacte énormément leur qualité de vie. Donc en fait, il y avait deux objectifs dans cette collaboration avec Sanofi. Un peu plus haut. Excusez-moi, ouais. C'est bon. Il y avait deux objectifs. Le premier, c'était déjà tout simplement informer le patient sur la maladie, lui venir, comme je vous expliquais tout à l'heure, en soutien sur sa pathologie. Et donc ça va permettre, c'est vraiment ce qu'on utilise en anglais de l'empowerment. Donc ça va permettre au patient de mieux connaître sa maladie. Et ça permet finalement de mieux vivre avec. Il va se sentir plus responsable dans sa maladie et ça peut notamment passer par une meilleure prise des traitements, une meilleure observance parce qu'il comprend quels sont les enjeux liés à ce traitement et à la maladie. Et il y avait un deuxième objectif, c'est également plus du côté étude et je pense que c'est exactement ce que vient de dire Adèle, c'est la compréhension du besoin, la compréhension dans la vie réelle, dans la vie des gens qui souffrent de cette maladie. C'était comprendre quels étaient leurs espoirs, quelles étaient leurs attentes vis-à-vis des traitements qui sont développés dans cette maladie. Très bien, très intéressant. Et si j'en viens au côté technique, comment concrètement on extrait ces données? Alors, si on parle des réseaux sociaux, aujourd'hui, on a accès à tout ce que les patients vont partager d'un point de vue public. C'est-à-dire que tous les statuts privés, tous les groupes privés sur Facebook, par exemple, sont absolument inaccessibles. Et globalement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser des mots-clés évocateurs du sujet. Donc dans la santé mentale, comme je vous disais, les hashtags étudiants fantômes, pronostic mental engagé vont être des mots-clés qui vont nous permettre de récupérer des messages d'un certain nombre de citoyens parlant de cette problématique. Une fois qu'on a fait cette étape-là, on va devoir qualifier qui est le postant. Est-ce que c'est un étudiant? Est-ce que c'est un professeur? Est-ce que c'est seulement un citoyen qui relaie de l'information autour de la problématique? Et à partir de là, on va utiliser ce qu'on appelle du traitement automatique du langage, c'est-à-dire qu'on va entraîner des algorithmes d'intelligence artificielle à comprendre des formes de phrases qui vont nous permettre de dire c'est un impact médical, c'est un impact médical en termes de santé mentale, c'est un impact physique, c'est un impact relationnel. Et globalement, c'est un élément qui est pour moi très important.
Aujourd'hui, j'aime beaucoup dire que l'intelligence artificielle est encore très artificielle, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas capables d'avoir un algorithme qui comprend l'ensemble des expressions françaises, de comprendre l'ensemble des impacts, mais en tout cas, on a aujourd'hui des méthodologies qui permettent de récupérer ce type d'informations à partir de messages spontanément postés sur les réseaux sociaux. Donc vous faites bien de rappeler que c'est uniquement des informations qui sont sur des sites publics et Oui. non Des sites privés. Exactement, et En tout c'est cas, un élément important. Quand on va faire ce type d'études, on va faire ce qu'on appelle de l'analyse populationnelle. On ne va pas faire d'analyse individuelle, c'est-à-dire que les données personnelles des postants n'ont absolument aucun intérêt d'un point de vue épidémiologique. Donc globalement, tout ce que je vous dis, tout ce que je vous décris ne récupère pas de données personnelles, ne permet pas d'identifier la personne, et on va s'intéresser à la population au global et pas forcément à l'individu. Alors, ça m'amène forcément à un sujet qui, je pense, nous intéresse tous, c'est la démarche éthique. Quand j'entends collecte de données, forcément, on peut ne pas être rassuré. Oui, on partage avec Capcode la même vision de la donnée. C'est avant tout le respect de la vie privée. C'est un élément central dans notre démarche. Et je vais rebondir sur ce que dit Adèle, mais déjà, je pense que le traitement de la donnée est un sujet sensible, mais quand on touche en plus à des données qui peuvent être médicales, on a encore un niveau d'exigence qui est supérieur. Donc évidemment, on respecte la RGPD. Nos serveurs sont hébergés en France et habilités à stocker des données de santé. Et c'est encore une fois, je répète ce que vient de dire Adèle, mais nous, on s'intéresse à des données sur des populations. Donc ça va être des éléments qu'on va agréger, anonymiser sur des centaines, voire des milliers de personnes pour en tirer une conclusion satisfaisante. Évidemment, ça n'a pas d'intérêt d'avoir une data sur une personne qui n'est pas représentative de la population. Ce qu'on cherche à savoir, c'est quels sont les comportements sur une population donnée, mais l'ordre à l'échelle nationale ou même internationale pour certaines études. Donc je pense que c'est très important de répéter ça. Et de la même manière, on ne récolte, en l'occurrence pour Vic, encore plus, on ne récolte pas informations personnelles de type nom, prénom ou adresse. C'est impossible pour nous de monter à l'échelle de l'individu. Et voilà, on respecte totalement la vie privée et on analyse sur la population générale. Donc ça reste des statistiques, en fait. C'est pas au nom de personnes en particulier. Complètement. Et de toute façon, d'un point de vue épidémiologique, l'individu ne représente pas la population, et donc ça n'a que peu d'intérêt au niveau individuel. Comment vous voyez l'avenir de la voix du patient? Parce qu'on sait que tout s'est accéléré ces derniers temps. Est-ce qu'il va y avoir des changements? Si je peux me permettre de remettre un peu de contexte, aujourd'hui, si on s'intéresse à la régulation du système de santé, donc autant la prise en charge, par exemple hospitalière, la réalité de l'évaluation des médicaments, de plus en plus, la voix du patient est prise en compte. C'est-à-dire que les autorités, par exemple, dans les évaluations des médicaments, intègrent des patients qui font un retour d'expérience de leur réalité vécue au quotidien avec les thérapeutiques, avec la prise en charge. Vous le voyez normalement quasiment tous. Si à un moment vous avez été à un hôpital, vous avez toujours des boutons qui vont donner est-ce que vous êtes satisfait de la prise en charge ou pas. Et typiquement, ce type de données vont être de plus en plus utilisées et sont déjà utilisées par les autorités pour prendre en compte l'avis des patients dans la réalité de leur prise en charge et dans la réalité de leur vécu au quotidien. Alors justement, mais quel est réellement le changement qu'il y a? Parce qu'on écoutait déjà la voix du patient avant. Est-ce qu'il va y avoir des changements dans le futur de ce côté-là? Oui, je pense qu'effectivement, la voix du patient a toujours été prise en compte. Comme je l'ai dit, c'est le nombre de sources qui sont à notre disposition aujourd'hui pour pouvoir l'avoir. Et je rejoins encore Adèle, c'est dans le futur, je vois vraiment l'utilisation de ces données de plus en plus importante et reconnue via les autorités de santé. Aujourd'hui, même dans les commissions de transparence, ces données sont recherchées, sont demandées aux laboratoires pharmaceutiques. Parce que ce qu'il faut se rendre compte, je ne sais pas si tout le monde est familier, bon, c'est la journée grand public, donc on va simplifier, mais dans des essais cliniques, on évalue une population très restreinte qui va répondre à certains critères. Donc on ne peut pas inclure l'ensemble de la population dans l'utilisation du médicament. Donc c'est ce qu'on appelle la donnée en vie réelle, c'est dans la vraie vie comment se passe l'utilisation de ce médicament. Et avec nos technologies, on peut aller adresser ces personnes qui n'étaient peut-être pas incluses au démarrage dans l'essai clinique. Et ça peut représenter des ethnies, des âges, des populations qu'on n'avait pas inclus dans l'essai clinique original.
Donc c'est pour ça que les commissions de transparence ou les autorités de santé sont très intéressées par ces données pour comprendre est-ce que réellement vous reproduisez ce que vous avez développé dans l'essai clinique. Donc moi je vois dans le futur, c'est vrai que évidemment l'essai clinique sera toujours présent, il faut la preuve scientifique, mais les données qui sont générées via les patients vont être de plus en plus importantes et je pense même au même niveau qu'un essai clinique parce que c'est également extrêmement important que les personnes vivent correctement avec le traitement par la suite dans leur vie, tout simplement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le retour est quasiment immédiat quand il y a des retours je dirais, de sensations ou de... Oui, d'effets indésirables, de d'effets sensations, de indésirables. pratiques, de... Oui, effectivement, on a Il est l'accès instantané direct. en fait. Exactement, Voilà. c'est ça. Alors C'est ça. qu'on a tous vécu le moment où on a senti des choses, on va chez le médecin et on ne se souvient plus exactement de ce qu'on a vécu pour pouvoir le partager avec le médecin. Merci beaucoup à tous les deux. Je vais proposer de passer la parole au public. Est-ce que vous auriez des questions? Non, pas de questions. Tout Alors, est clair. Tout est très clair et surtout tout est passionnant. Alors j'ai quand même une question. Par rapport à la RGPD, forcément, c'est quelque chose dont on parle beaucoup. On a parlé d'éthique là aussi. Comment être certain qu'on ne prend pas nos données personnelles quand même? Alors, pour être transparent avec vous, moi je peux vous dire comment être certain avec Capcode. Je ne peux pas vous le dire pour l'ensemble de la planète. D'ailleurs, on l'a bien vu, notamment avec des scandales comme Cambridge Analytica, où des données personnelles ont été réutilisées pour influencer des opinions politiques. Donc aujourd'hui, la propriété, c'est un sujet extrêmement complexe, parce qu'aujourd'hui, quand vous allez partager, par exemple, un statut sur Facebook, un tweet, c'est une donnée qui est à la fois publique, mais qui est à la fois propriété de la plateforme dans laquelle vous vous exprimez. Et donc, la réalité, et je pense que ça, c'est extrêmement important, c'est la finalité de la réutilisation et le périmètre de réutilisation. C'est-à-dire pourquoi je vais récupérer ce type de données qui sont publiques et quel type de données je vais récupérer qui permettra d'évaluer l'intérêt sociétal, l'intérêt en termes de population générale ou pas. Maintenant, en effet, c'est extrêmement compliqué de réguler l'utilisation que peut faire Facebook, Twitter ou des grands groupes comme ça de la tech qui aujourd'hui ont des régulations plus ou moins importantes en Europe, plus ou moins importantes aux États-Unis, mais où on n'a pas forcément de visibilité sur l'ensemble de ce qu'ils peuvent faire avec ces données-là. Donc moi, je peux vous dire que vous pouvez faire confiance à Capcode parce que c'est un élément qui est important et de toute façon, c'est des réglementations où on est toujours audité sur notre manière de fonctionner. C'est extrêmement important, c'est extrêmement régulé en santé. Mais maintenant, en effet, on peut se poser plein de questions éthiques et plein de questions sur la réalité de l'utilisation d'autres types d'acteurs dans le monde. Alors on va faire que du Capcode alors. J'espère. Qu'en est-il de Vic? Ça m'intéresse. Est-ce qu'on peut l'utiliser gratuitement? Est-ce que nous, tout public, on peut y avoir accès? Faut-il passer par un médecin? Comment ça marche? Oui, nous, pour Vic, on a vraiment voulu rendre l'outil le plus accessible possible. Donc c'est gratuit, c'est téléchargeable sur les stores. Ça aurait été dommage de créer un outil justement pour simplifier l'accès à l'information et le rendre payant ou difficile à trouver. Donc l'objectif réellement, c'était de le rendre gratuit, accessible. Et encore une fois, c'est parfois les gens ne vont chez leurs professionnels de santé, quand on leur demande leur retour, leur feedback, tu l'as très bien exprimé auparavant, on ne va pas oser. Un moment, si on habite en campagne et que le centre hospitalier est extrêmement loin, on ne peut pas participer à toutes les études. Les associations de patients ne sont pas dans toutes les villes. Il faut pouvoir trouver des groupes de parole. On avait vraiment voulu rendre ça le plus efficace possible, donc c'est-à-dire que vous soyez à Dijon, à Brest, à Saint-Étienne. Alors j'ai pris au hasard des villes, personne ne doit se sentir visé, mais c'est Paris et Paris, voilà, bien entendu, mais voilà, même dans des déserts médicaux, Vic est disponible et il peut répondre. C'est une source d'information pour vous, c'est gratuit, utilisable et on veut, voilà, pour les gens vraiment. Super, merci beaucoup. Des questions peut-être? Oui, on a une question. C'est bien parce qu'on a des fans, hein. Il y a des personnes qui reviennent. Ouais, grave. Approchez bien le micro de la bouche. Mais du coup, moi, je voulais... Il faut vraiment que vous l'approchiez. Ouais. Vous avez le masque, hein, a priori.
Ils sont désinfectés. Ouais. Du coup, je voulais savoir, vous dites que c'est une application qui est éventuellement gratuite pour les patients, tout ça, pour le grand public. Mais question purement technique, du coup, vous, en l'occurrence, c'est quand même votre gagne-pain. Du coup, vous faites comment pour commercialiser? C'est à partir de pub ou c'est quoi l'objectif? Du coup, c'est une bonne question hein, qu'on nous pose souvent. Si c'est gratuit pour les utilisateurs, comment on gagne de l'argent? Parce que j'ai un salaire, voilà, je ne suis pas bénévole. Ici, on est sur le stand Sanofi. Du coup, effectivement, c'est les laboratoires pharmaceutiques qui soutiennent nos projets. En disant cela, je pense que c'est vraiment la volonté de l'industrie pharmaceutique de promouvoir des initiatives innovantes pour les patients. Mais en aucun cas, on a un outil promotionnel. Ça, c'est très important. On ne va pas faire de la pub des produits exclusivement de Sanofi. On ne va pas dire aux gens, tu es malade, prends tel traitement. On donne des informations générales sur tous les traitements. Donc des concurrents de Sanofi et évidemment des produits Sanofi si les gens sous des produits Sanofi. C'est vraiment une démarche on appelle ça en anglais beyond the pill, donc d'accompagnement des patients au-delà du traitement. Et donc les laboratoires pharmaceutiques développent de plus en plus d'outils de ce type pour soutenir les patients. Et s'associent bien sûr justement avec vous pour développer, en tout cas pour créer ce partenariat et soutenir. D'ailleurs, vous l'avez certainement vu, on a un panel de startups qui sont soutenues, qui ont changé d'ailleurs dans ces 4 jours. On a eu différentes startups tous les jours. Eh bien, écoutez, un grand merci à tous les deux. Plein de succès pour tout ce que vous développez et bravo.